Alors, on va commencer cette deuxième thématique qui porte sur la collaboration interprofessionnelle et intersectorielle par la présentation de Myriam Gauthier, qui est professeure à la Faculté des sciences infirmières à l'Université Laval et qui va nous parler rallye soignant à la rencontre des partenaires communautaires. Donc, 15 minutes. C'est parti. Je vais essayer de rentrer dépasser pour moi. Donc, bonjour. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vous présente un projet qui est soutenu, en fait, financé par un programme d'aide à l'innovation pédagogique à l'Université Laval. Donc, comprendrez que ce n'est pas un projet de recherche, c'est vraiment un projet pédagogique. Donc, puis qui soutient c'est un programme qui soutient les membres du corps enseignant de l'Université Laval pour tout projet d'innovation pédagogique. Je vous le présente avec mon équipe qui n'est pas toute là aujourd'hui, mais Rebecca Schuckman, qui est une étudiante au baccalauréat, qui fait un profil recherche. Donc, à l'Université Laval, on a ce privilège-là d'avoir des étudiants au bac qui peuvent débuter un profil recherche. Isabelle Fernandez, qui est étudiante au doctorat en santé publique et communautaire. Ingrid Boutros, qui est aussi étudiante dans la sciences infirmières au doctorat. Et Sophie Dupéré, ici, présente, et va aussi venir me rejoindre tout à l'heure s'il y a des questions, à la période de questions, qui est professeure à la faculté. Donc, l'objectif de ma présentation, c'est vraiment de venir, ça passe, de décrire finalement la planification, l'organisation, la mise en œuvre d'une approche pédagogique novatrice, soit un rallye, deux rallyes soignants en formation infirmière. L'un qui est en milieu universitaire, qui a été réalisé en mars dernier, l'autre en milieu communautaire urbain, qui va être réalisé au mois de juin prochain. Donc, vous voyez comme où est-ce qu'on en est là, actuellement dans ce projet pédagogique innovant. Bon, ce projet-là, on croit qu'il y a le potentiel de contribuer au développement de la compétence, promouvoir la santé et le bien-être de la personne. Donc, chez notre communauté étudiante, inscrite dans nos programmes de premier et deuxième cycle. Donc, de voir comme en termes de trajectoire aussi de développement de cette compétence-là. La pertinence du projet, bien, en fait, depuis plusieurs décennies, on envisage un rôle central pour les infirmières cliniciennes en pratique avancée aussi, dans la mise en œuvre de la vision des soins de santé primaire pour les communautés. Plus récemment, les provinces et les territoires canadiens ont pris des mesures pour renouveler leurs perspectives en matière de promotion de la santé et d'accès aux soins de santé essentiels, donc de première ligne, pour vraiment, dans une visée, de dépasser les modèles actuels de cabinets de médecins de famille. Par ailleurs, le Conseil international des infirmières et infirmiers reconnaît que la formation des étudiants en sciences infirmières peut faire progresser les soins de santé primaires au niveau des systèmes, au niveau des politiques de santé aussi, par des actions de promotion de la santé et du bien-être. Et le CII, donc le Conseil international des infirmières et infirmiers, reconnaît que de mobiliser le rôle des infirmières de promotrices de la santé pourrait améliorer aussi la qualité de vie des personnes vulnérables, leur garantir une prise en charge adaptée, personnalisée, en vue de limiter les maladies chroniques. Donc, mais à l'heure actuelle, il y a une grande partie de la formation des professionnels de la santé, dont les infirmières, qui portent sur les déterminants sociaux de la santé, se concentre sur l'enseignement des concepts théoriques des déterminants sociaux de la santé et leur impact sur les personnes, les familles, les communautés. Mais on voit qu'il y a peu d'études, peu de stratégies qui se sont penchées sur, en fait, justement, des études qui se sont penchées sur les stratégies pédagogiques qui sont favorables au développement de la compétence promotion de la santé et du bien-être et ainsi permettent d'agir sur les déterminants sociaux de la santé au cours de leur formation puis dans leur future carrière.
Donc, voilà où on en est. Je vois que je cache beaucoup. Je vais essayer. Je peux faire du pain. Tu peux continuer. Oui, ça serait gentil. Merci, Nancy. Donc, d'où provient cette idée de rallye soignant? On a réfléchi à une stratégie d'apprentissage plus expérientielle en formation infirmière parce qu'on se dit que ça peut aussi, ces stratégies-là, dans la formation, peuvent influencer aussi par le fait même les pratiques dans le milieu. Les pratiques innovantes, donc influencer la transformation de la première. Donc, quelques observations pratiques observation des pratiques, de la littérature ont mené un petit peu à notre réflexion. D'abord, j'enseigne un cours dans une trajectoire de développement, dans une trajectoire ou un cours de premier cycle qui est lié à la famille, aux maladies chroniques. Et au deuxième cycle, même chose, famille, chronicité, complexité en pratique infirmière avancée. Et j'ai constaté que dans mes cours, lorsque je parle aux étudiants de leur connaissance du réseau de la santé, bien, plusieurs, quand on parle de sécurité, donc quels sont les besoins soins d'urgence, bien, les gens disent, bon, si j'ai besoin de même de la population, bien, j'appelle le 911 qui est notre ligne finalement d'urgence. Mais si je leur demande, si vous cherchez des organismes communautaires, publics, parapublics, près de chez vous, vous appelez ou vous cherchez, les étudiants ne sont pas en mesure de venir. Donc, c'est un premier constat. Donc, avec surprise, peu d'étudiantes en sciences infirmières, premier, deuxième cycle, connaissent le service téléphonique 211. Donc, qui réfèrent, qui informent les citoyens sur les programmes et services sociaux communautaires de leur région. C'est un répertoire qui est offert partout au Québec, qui est accessible depuis 2020. Deuxièmement, bien, une inspiration. Pourquoi l'idée du rallye soignant? C'est une inspiration, c'est lors d'une présentation scientifique au colloque étudiant VITAM, en fait, colloque étudiant au Centre de recherche en santé durable VITAM, qu'on a découvert avec une étudiante, Rebecca Schumann, qui était avec moi, on a découvert la stratégie pédagogique du rallye ressources, qui est offert aux résidents de médecine familiale de la faculté de médecine de l'Université Laval. Puis cette innovation pédagogique et communautaire, évidemment, a été implantée depuis 1990 par Dr. France Légaré et aussi un Dr. Michel O'Neill, qui est un professeur retraité de la Faculté des sciences infirmières. Puis ça avait été réalisé autour du GMF Saint-François-d'Assise, GMFU Saint-François-d'Assise, dans un quartier urbain de la ville de Québec. Donc, Rebecca, une étudiante premier cycle, elle me dit, ben moi, j'aimerais ça qu'on réfléchisse à cette question-là. Donc, est-ce qu'on pourrait repenser, je sais qu'on est initié les étudiants au milieu communautaire, mais est-ce qu'on peut penser dans l'esprit de recréer des liens avec les organismes communautaires, la collaboration, l'engagement local, mais par la formation? Donc, on a réfléchi un petit peu à ça. Puis, troisièmement, bien, les besoins. L'idée, bien, on sait que 80% des résultats en matière de santé sont influencés par des déterminants sociaux de la santé, que toute évolution significative des déterminants sociaux de la santé, requiert un croisement de savoir communautaire, de champ savoir universitaire, par exemple, et de champs d'expertise aussi variés. Donc, force est de constater qu'une collaboration proactive entre des équipes professionnelles, de milieu institutionnel, milieu universitaire, des équipes de milieu communautaire, serait un incontournable. Donc, voilà pour ça. Donc, on s'est rendu compte de tout ça. Et je vous présente un peu notre cadre. Je vais faire avancer ici. À la Faculté des sciences infirmières, l'une des compétences visées par le programme de premier et deuxième cycle en pratique infirmière, c'est de promouvoir la santé et le bien-être de la personne. Puis, notre faculté adopte la définition, en fait, de Jacques Tardy, d'une compétence qui est un savoir agir complexe, qui prend appui sur la mobilisation, la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situations.
Donc, c'est dire qu'on parle de savoir agir, donc dans une mobilité de ressources, dans plusieurs situations. Donc, tout ce qui est approche expérientielle est intéressant aussi pour développer cette compétence. Donc, ceci dit, une grande partie de la formation des professionnels de la santé qui porte la formation qui porte sur les déterminants sociaux de la santé se concentre sur l'enseignement des concepts théoriques plutôt que pratiques. Voilà. Petit instant, je m'excuse, je vais passer ici aussi. Donc, voilà, on a pensé que la mise en œuvre des rôles infirmiers doit être appuyée, évidemment, par la mobilisation des connaissances dans l'action. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a pensé à 2 rallyes soignants. Un premier au premier cycle, avec des kiosques, donc il n'était pas possible, évidemment, avec nos cohortes d'étudiants, d'aller dans les organismes communautaires, puis de se tourner vers les organismes communautaires, puis d'arriver avec près de 200 étudiants dans les organismes. Donc, on a fait une version inversée, un rallye soignant avec kiosque en milieu universitaire. Un second qui va se déployer au mois de juin, donc là où on s'est inspiré évidemment de la pratique en médecine familiale, où là, le groupe d'étudiants de deuxième cycle IPS nous permet d'aller dans le milieu communautaire, donc directement. Donc, on s'est inspiré de ce modèle-là. Donc, vous voyez ici, notre première édition de Rallye soignant a eu lieu en mars dernier à l'Université Laval. Les organismes ont été invités sur le campus, au pavillon des sciences de la santé. Dans l'esprit de formation, évidemment, puis dans l'idée de développer la compétence promotion de la santé, 3 situations de soins avaient été créées, authentiques, qui avaient été créées par les étudiants pour favoriser une démarche, en fait, démarche de rapprochement des savoirs communautaires, des savoirs aussi théoriques, cliniques des étudiants. Donc, ces situations-là étaient accessibles via un code QR. Donc, les étudiants pouvaient scanner le code QR, avoir les petites mises en situation, partir avec les situations, puis aller rencontrer les différents organismes communautaires qui étaient invités. Donc, tout ça dans l'idée d'évaluer les besoins liés aux déterminants sociaux de la santé et de référer les clientèles, donc dans nos situations de soins, vers les organismes. Ici, je vous présente les différents organismes communautaires qui sont venus, une dizaine, tous de la région de Québec. Là, on vous a mis là, en noir, en gras, ce sont les différents déterminants qui ont été, notamment certains déterminants, certains thématiques qui ont été touchés là, quand on a développé les mises en situation. Donc, qui abordaient les communautés LGBTQ, 2S+, la violence conjugale, la sécurité alimentaire, l'aide alimentaire, le deuil périnatal, etc. Donc, vous comprendrez que ça réunissait tout ça. Au deuxième cycle, donc c'est à pied. Donc là, le déroulement de l'activité qui est anticipé, c'est que les étudiants reçoivent la formation sur les déterminants sociaux de la santé, évidemment, expliquer un peu les impacts différenciés des déterminants sociaux de la santé dans des situations de soins un peu plus complexes, donc un niveau de complexité un petit peu plus avancé, d'orienter vers les ressources communautaires, s'engager dans une réflexion, une auto-réflexion critique de comment je collabore dans cette perspective intersectorielle de collaborer. Donc, ça fait le tour un petit peu pour ce deuxième rallye soignant. Alors, un peu la structure, 3 groupes vont être 3 circuits, 3 groupes de 12 à 15 étudiants vont circuler, vont avoir une mise en situation, une mise en situation qui a été montée avec les organismes communautaires, dans le sens que liés aux organismes communautaires qu'ils vont visiter. Donc, ils vont partir avec leur situation de soins à pied et vont rencontrer les organismes communautaires. Les organismes communautaires vont avoir reçu la situation de soins préalablement, donc vont être en mesure de répondre aux questions en fonction d'une situation authentique, donc d'une personne.
Donc, je vous ai mis ici un peu les trois situations authentiques. Donc, Étienne Duguay, un adulte atteint d'un cancer en situation de rupture amoureuse et à faible revenu. Ahmed, un enfant immigrant ayant un trouble du spectre autiste qui vit dans un logement inadéquat. Julia Picard, une femme enceinte de 21 ans qui a un trouble de stress post-traumatique et un trouble d'anxiété généralisée, donc diagnostiqué. Donc, vous voyez un peu en termes de complexité. Donc, je termine assez rapidement. Il me reste plus de temps, mais donc, l'idée, c'est de, en conclusion, ben, on veut repenser le modèle ici, repenser donc une collaboration proactive entre les équipes professionnelles et le milieu institutionnel devient incontournable dans le système de santé actuel. On sait qu'il y a jusqu'à 50% des visites en soins primaires qui sont des problèmes non médicaux. Donc, nécessairement, il y a un rapprochement ici à faire avec les différentes interventions du communautaire. Puis, l'idée d'aller au-delà des modèles biomédicaux vers un modèle plus intersectoriel, un peu plus, et peut-être même, voire même, vers l'idée de penser à prescription sociale, prescription communautaire. Ma collègue Sophie est dans cette approche-là aussi. Est-ce qu'on pourrait éventuellement penser ce type de prescription-là qui devient une nouvelle pratique des infirmières parce qu'on le voit que plus que jamais, en fait, nos programmes, en fait, nos infirmières doivent être outillées pour bien identifier les déterminants sociaux de la santé et aussi agir sur ceux-ci, toujours en prévention puis en promotion de la santé. Donc, voilà, je termine avec ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Myriam, pour cette présentation très intéressante. On va passer à la deuxième présentation de la thématique. Madame Annemie Charles-Prépeau de l'Université de Montréal, qui va présenter promotion de saines habitudes de vie en périnatalité sociale. Bonjour, donc mon nom est Annemie Charles-Prépeau. Je suis contente d'être ici aujourd'hui. La collaboration interprofessionnelle et intersectorielle, moi, ça me parle vraiment. Pourquoi? Quand on me demande ce que je fais dans la vie, j'ai toujours une hésitation. Je suis diététiste, nutritionniste, infirmière, je suis étudiante à l'Université de Montréal. Je suis auxiliaire d'enseignement, je suis aussi travailleuse autonome. Mais en ce moment, j'écris. Mais je ne suis pas écrivaine, j'écris. J'écris mon mémoire de recherche à la maîtrise. Donc, c'est lui que je viens vous présenter aujourd'hui. Aussi, j'ai travaillé en première ligne pendant 15 ans. Donc, j'ai travaillé en CLSC comme diététiste nutritionniste. Pendant la pandémie, j'ai décidé de retourner à l'école et d'aller faire un bac en sciences infirmières. J'ai poursuivi, dans le fond, à la maîtrise avec une optique de recherche. Donc, je vous présente mon projet, c'est promotion de saines habitudes de vie en périnatalité sociale. Expérience infirmière en contexte de vulnérabilité liée à l'immigration et aux conditions socio-économiques. Je vous donne tout de suite le punch de mon projet de recherche. La collaboration interprofessionnelle et intersectorielle en promotion de saines habitudes de vie en périnatalité sociale, c'est indispensable. Donc, c'est vraiment un thème majeur dans les résultats de mon étude. Je pourrais m'arrêter ici parce que je vous ai déjà donné le punch, mais pour donner la transition, je vais vous donner un petit peu plus de contexte, un petit peu plus de détails. Donc, j'ai 15 minutes pour vous présenter un projet de recherche qui m'aura pris 2 ans au total. C'est vraiment un survol. Je vous présente le contexte qui a motivé l'étude en tant que telle, les résultats et la conclusion qu'est-ce qu'on doit retenir de plus. La grossesse, les 1000 premiers jours et les 1000 jours suivants, ça représente vraiment une période critique pour l'adoption de saines habitudes de vie. Donc, les habitudes de vie qu'on acquiert tôt vont influencer notre santé pour le reste de la vie. On parle par exemple de prévention de maladies comme l'obésité ou les maladies cardiovasculaires. Si je vous demande de penser à des saines habitudes de vie, bon, là, c'est sûr, sont écrits là, mais souvent, on pense à l'alimentation, l'activité physique, mais vous savez, l'activité physique, ça inclut aussi de limiter le temps sédentaire.
Par exemple, moi, je fais la course à pied, je fais l'activité physique, mais le reste du temps, je suis sur mon écran. Donc, la gestion des écrans, c'est aussi une habitude de vie qui est problématique chez nos tout petits. Sinon, il y a aussi le sommeil, la gestion du stress, l'évitement des substances à risque. Ça peut être, par exemple, la drogue chez les parents, mais ça peut être aussi les produits toxiques à la maison et les relations sociales aussi. Donc, c'est toutes des saines habitudes de vie que l'infirmière fait la promotion, mais les autres professionnels c'est aussi évident. Les infirmières jouent un rôle clé en promotion de saines habitudes de vie en périnatalité parce qu'ils ont des contacts fréquents avec les familles. Ça peut être, par exemple, à travers différents programmes et via différentes organisations. Maintenant, c'est quoi la problématique? En fait, c'est que les habitudes de vie, ça dépend pas seulement des attitudes individuelles, mais elles sont vraiment influencées aussi par les déterminants de la santé. Ça peut être, par exemple, l'insécurité alimentaire, une faible éducation des parents. Ça peut aussi être un contexte migratoire qui est précaire. Promouvoir la santé auprès de familles en contexte de vulnérabilité, ça présente des défis. Donc, il y a des barrières. Les barrières, ça a comme conséquence des occasions ratées de faire la promotion de saines habitudes de vie auprès d'une population qui pourtant en aurait vraiment besoin. Le but de l'étude, c'est vraiment de décrire les expériences infirmières, les barrières, les facilitants, les stratégies en matière de promotion de saines habitudes de vie chez les personnes enceintes et les familles avec des jeunes enfants de 5 ans, puis dans le contexte de vulnérabilité liée à l'immigration ou aux conditions socio-économiques. Donc, je voulais vraiment avoir la perspective des infirmières quand elles font ce type d'intervention-là en promotion. Pour me guider dans la réalisation de l'étude, j'ai utilisé un cadre de référence. Donc, peut-être que si vous êtes infirmière en première ligne, vous le connaissez. C'est le modèle de pratique professionnelle des soins infirmiers en santé communautaire au Canada. Donc, il définit plusieurs concepts pertinents, dont celui de justice sociale, qui est d'ailleurs en ligne avec la thématique du colloque aujourd'hui, des soins plus accessibles, équitables et inclusifs. Rapidement, en bleu, c'est les éléments qui sont reliés au système, donc les déterminants de la santé, par exemple. En orange, c'est tout ce qui est lié aux organisations. Ça peut être, par exemple, le leadership des gestionnaires, les partenariats, les relations professionnelles. Et en vert, c'est tout ce qui est relié aux infirmières et aux pratiques infirmières. Donc, ça peut être, par exemple, les valeurs professionnelles qui l'ont fait. Comment est-ce que j'ai continué mon étude? C'est évidemment un devis qualitatif qui est descriptif. Donc, je réalisais des entrevues individuelles avec 16 participantes, que je remercie d'ailleurs. J'ai conçu un guide d'entrevue semi-structuré que j'ai testé sur une infirmière au préalable. Les infirmières, c'était des gens qui travaillaient dans différents milieux en première ligne. Je vais aller partout au Québec, pas seulement dans une grande ville comme Montréal. Donc, j'ai diffusé une annonce sur Facebook sur deux groupes d'infirmières. Puis, je l'ai partagé dans mon réseau, qui l'ont partagé à leur tour. Ça fait vraiment poule de neige. Ensuite, j'ai réalisé une analyse thématique selon Brown et Clark, manuellement avec le logiciel Word. Il y a 3 thématiques qui ont été déterminées. Je vais vous les présenter. Puis aussi, j'ai écrit 2 vignettes vignettes narratives, créatives, non fictives. Donc, pour présenter les résultats, les envoyer aux participants. Puis jusqu'à maintenant, la participation, c'est très positif. C'était le fun, fait. Les résultats. L'analyse des entrevues, ça a permis d'identifier 3 thématiques. Les barrières sont principalement reliées à des éléments systémiques. Les facilitants, c'était beaucoup relié au partenariat, donc tout ce qui est intersectoriel, et aux collaborations interprofessionnelles, et aux infirmières aussi qui étaient bien outillées, donc sans lien avec la thématique de cet avant-midi. Puis les stratégies, c'est représenté par des initiatives qui étaient engagées et de l'advocacy, puis ça, c'était à tous les niveaux. Donc, les pratiques infirmières, les organismes, puis au niveau du système aussi. Donc, j'ai beaucoup de résultats, mais j'en ai sélectionné vraiment quelques-uns aujourd'hui. Les infirmières que j'ai interviewées qui travaillaient en première ligne, natalité, petite enfance, il y en a plusieurs milieux. Donc, le point commun, c'est qu'ils travaillaient tous avec des familles en contexte de vulnérabilité. Plus que la moitié venaient de CLSC.
Donc, ça peut être le programme CIP, Holo, Enfance, Famille, Jeunesse. Donc, quand on travaille en CLSC, il y a toujours beaucoup d'acronymes. CIP, Service intégré en périnatalité petite enfance. Holo, c'est le programme œufs, lait et légumes surgelés. Il y a 4 infirmières qui travaillaient en organisme de périnatalité spéciale. Puis les autres, il y en a même qui travaillaient dans une clinique de fertilité et de grossesse qui était privée, en centre hospitalier dans le secteur grossesse à risque, et il y en a qui travaillaient pour une clinique des... Il y a d'autres caractéristiques. Les résultats. Quand on pense aux barrières, c'est souvent le manque de temps qui nous vient en tête. Les infirmières réalisent plusieurs interventions auprès des familles, mais la promotion des saines habitudes de vie, c'est parfois mis de côté pour des interventions plus axées sur le côté médical ou encore des crises psychosociales. Donc, le manque de temps, oui, c'est une barrière, mais il y en a vraiment beaucoup plus. Par exemple, un élément qui ressortait, c'est le manque de leadership des gestionnaires pour ce qui a trait à la promotion de la santé. Je vous donne un exemple. Il y a certaines infirmières qui s'engageaient beaucoup plus. Par exemple, qui trouvaient des paniers de nourriture pour les familles, qui trouvaient des manteaux pour les enfants. Il y a d'autres infirmières qui ne voulaient pas le faire. Ça veut dire, bon, ça ne fait pas partie de mon rôle, de mon mandat. Et ça faisait des chicanes entre les infirmières. Le gestionnaire, il préférait pas adresser le problème parce que ça faisait des chicanes. L'organisation et la culture du milieu de travail, ça peut aussi être une barrière. Par exemple, il y a des infirmières qui étaient en poste combiné. Il y en a plus qu'une qui se sont fait dire par leur gestionnaire que les clients cibles ne sont pas prioritaires. Donc, elles devaient souvent annuler des rendez-vous pour aller s'occuper de l'autre secteur de leur poste combiné. Aussi, un élément important, c'est que le rôle infirmier en promotion de la santé, ça manque de clarté. Donc, on sait qu'on doit promouvoir des saines habitudes de vie, mais les moyens pour le faire, c'était très variable. Ça, souvent, justement, ça entraînait des conflits dans une équipe parmi les infirmières, mais aussi avec les autres professionnels de la santé. Il y avait verbatim qu'une infirmière m'a dit, je trouve que ça représentait bien les barrières. On ne sait pas comment les aider. Fait qu'on peine ça dans la cour de nos travailleurs, de nos voisines travailleuses sociales. Puis elles se retrouvent débordées et nos patients ne sont pas aidés à temps. Au final, on fait juste envoyer chacune notre passage. Quand il y a des canaux d'établis entre les organismes, c'est vraiment un facilitant pour les infirmières pour faire la promotion. Donc, ce n'est pas juste d'avoir une liste d'organismes à référer puis on remet ça aux familles, mais c'est vraiment d'établir des partenariats. Par exemple, ça peut être des places réservées dans les garderies pour des enfants dont la famille en a grandement besoin. Les partenariats en différents organismes, c'est vraiment important que ça vise les déterminants de la santé. Je vous donne un exemple. Par exemple, au CLSC, le programme CIP, c'est des visites à domicile. C'est beaucoup des interventions individuelles qui vont viser l'acquisition de compétences, d'attitudes individuelles. Mais les infirmières pouvaient référer dans les organismes communautaires. Par exemple, eux, il y avait des cours de groupe. Ils peuvent faire des ateliers jasettes, ça visait l'isolement. Donc, collaborer, ça permet de répondre à plus de besoins de base. Puis quand les besoins de base sont répondus, bien là, c'est plus facile de faire la promotion de ces habitudes. Il y a une infirmière qui me disait, on a une maison de la famille, on a un groupe d'entraide en santé mentale, un centre d'action bénévole, des ressources aussi de dépannage qu'on veut essayer de résoudre. On a des cuisines collectives aussi pour notre clientèle, souvent ça crée des liens de service. Quant aux stratégies que les infirmières ont mentionnées, utilisées, il y avait beaucoup le réseautage, créer une communauté de pratique et partager les connaissances. Pour moi, c'est des exemples concrets de collaboration interprofessionnelle et intersectorielle. Donc, les infirmières avaient vraiment besoin d'échanger sur leurs pratiques en promotion de ces habitudes de vie. Par exemple, une communauté de pratique, ça les aidait pour avoir un espace pour parler de quoi ils vivaient des problèmes éthiques ou des dilemmes éthiques. Je donne un exemple. Comment est-ce qu'on travaille avec une famille la gestion des écrans chez les tout-petits quand on sait que le parent est monoparental, qu'il n'y a pas de réseau et qu'il vit des difficultés? Ça peut occuper les enfants pendant ce temps-là. Une autre stratégie relative à la collaboration, mais au niveau organisationnel, c'est vraiment de favoriser les initiatives. Donc, des idées, les infirmières n'en manquaient pas, mais quand ils étaient soutenus par leur gestionnaire, par exemple, c'est vraiment plus aidant. Ça peut être, par exemple, de mettre en place un jardin communautaire pour les familles. Une infirmière de CLSC me disait qu'ils viennent, les organismes communautaires, une fois par année au CLSC parce que les activités changent ou leur offre va changer. C'est plus facile après de référer nos familles, de les convaincre d'y aller. Quand tu dis, par exemple, je connais Anne dans la maison.
Une autre infirmière me disait aussi, le plus grand enjeu, c'est vraiment la communication, la concertation. Tout le monde a son langage, tout le monde a sa vitesse, tout le monde a sa culture d'entreprise, d'organisme. Donc, c'est plus, ça marche bien, mais il faut y mettre des efforts. Donc, je pense que le point important ici à retenir, c'est qu'il faut mettre des efforts à la collaboration, ça fonctionne bien. En conjoint de cette présentation, il faut retenir que la collaboration interprofessionnelle et intersectorielle en promotion de saines habitudes de vie auprès de familles en contexte de vulnérabilité, c'est vraiment indispensable. Donc, je vous l'avais dit, c'était vraiment le punch de ma présentation. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il ne suffit pas de faire l'éducation à la santé. Les fruits, les légumes, c'est bon pour la santé, je peux vous donner plein d'arguments, mais il faut aussi donner les moyens aux familles pour y parvenir. Si le réfrigérateur est vide, ben, la personne ne pourra pas suivre les recommandations, c'est impossible. Donc, il faut vraiment lui donner les moyens. C'est avec des partenariats qu'on réussit à répondre aux besoins complets des familles. Et on a aussi besoin de renforcer un message qui est cohérent pour les familles entre nous, professionnels de la santé. Pour les références, j'ai utilisé un code QR, moi aussi. Je voulais en profiter aussi parce qu'un projet de recherche à la maîtrise, ça ne se fait pas tout seul. Donc, ma directrice Lisa Méry et ma co-directrice Andrea Van Post, je vais les remercier, et aux participantes aussi. Se consacrer à temps plein à un projet de recherche à la maîtrise, ça amène des contraintes financières. Donc, j'en profite pour remercier les organismes qui vont faire une bourse pendant. Et voilà. Merci beaucoup. On voit les liens qui sont en train de se dessiner entre les présentations. Donc, prochaine présentation, Madame Annie Plamondon, étudiante au doctorat en travail social. Donc, elle va venir nous parler, je vais vous mettre l'approche STATC, un nouveau modèle de soins interprofessionnels en première ligne pour la gestion des arrêts de travail liés à un trouble de santé mentale communautaire. Alors, bonjour, ça me fait vraiment plaisir de venir vous présenter STATC. C'est pas la 3e saison de la série STAT. C'est un programme qui vise à soutenir les patients en arrêt de travail en GMF. Alors, je prends la présentation. Pour la petite histoire, c'est pas STAT, mais il va y avoir une petite histoire qui va venir avec. C'est que, en fait, moi, je travaillais en GMFU pendant 15 ans. D'ailleurs, j'ai organisé le Rallye Ressources plusieurs années. Ça m'a fait du bruit quand j'ai entendu. Donc, je travaillais en GMFU, puis avec d'autres travailleurs sociaux et psychologues enseignants. On réalisait qu'on avait beaucoup de références pour des patients en arrêt de travail, puis qu'on ne se sentait pas vraiment outillés pour intervenir face à ces populations-là, même si on était outillés pour intervenir en santé mentale, il y avait des caractéristiques spécifiques aux arrêts de travail, puis on disait, il me semble qu'on aurait besoin d'être mieux outillés. Et aussi, on trouvait qu'on avait une belle opportunité de collaboration interprofessionnelle avec les médecins. On travaillait tout le monde ensemble au quotidien. Mais on dirait qu'on avait de la misère à s'arrimer par rapport aux arrêts de travail. Ça fait qu'on s'est dit, on a été invité à présenter dans un colloque du département de médecine, puis ils nous donnaient le choix du thème. On a choisi le thème des arrêts de travail. Et là, une équipe professionnelle, on s'est mis ensemble pour développer un atelier qui, finalement, avec les années, est devenu le modèle STATC. Après la présentation de l'atelier, on a tout de suite perçu que ça répondait à des besoins, puis que le contenu qu'on avait apporté, il y avait vraiment une pertinence. Donc, on a continué de donner la formation depuis 2016 un peu partout au Québec. Puis moi, en 2023, j'ai pris ma retraite. Puis là, ça me faisait... j'ai pris ma retraite, en fait, du réseau, parce que j'ai basculé en pratique privée. J'ai fait ça. Alors, à ce moment-là, je trouvais ça... tu sais, souvent, on était confrontés au fait qu'on n'a pas de données scientifiques. Tu sais, notre approche est issue du terrain, du milieu, des besoins des professionnels. Mais on ne s'est pas assis à un bureau et dire on va écrire un grand document pour expliquer ce que c'est. On a monté un PowerPoint, puis on est allé rencontrer les gens, puis c'est comme ça. Mais on sentait le besoin de faire cet exercice-là, de l'ancrer plus théoriquement.
Et c'est là que ma motivation à m'inscrire au doctorat est née. Maintenant, à 60 ans, je suis assise sur les bancs d'école et je travaille sur un projet qui me passionne. Alors, la problématique, hein, vous savez, énormément de gens se retrouvent en arrêt de travail à chaque année. Tous ces gens-là viennent consulter dans les cliniques GMF ou les cliniques dans les soins de santé première ligne. Les absences pour troubles mentaux vont durer 2 fois plus longtemps que les absences pour tout autre type de maladie. Donc ça a un impact sur les soins parce que ça veut dire des gens qui vont venir consulter plus longtemps, mais ça a d'abord avant tout des impacts sur les personnes parce qu'on sait que plus un arrêt de travail dure longtemps, plus le risque d'invalidité permanente s'installe. Il y a comme une course contre la montre, pas pour répondre aux pressions des assureurs ou de l'employeur, mais pour la personne elle-même, pour qu'elle puisse se réintégrer, se rétablir, ben, on doit offrir une intervention dans un assez court laps de temps. On a beaucoup cherché, mes collègues et moi, quand on a monté l'atelier, dans la littérature pour trouver des interventions. Puis on en a trouvé, mais pas tant que ça. Puis surtout pas dans les soins de santé en première ligne. Il y a eu des choses qui ont été faites dans les milieux de travail, il y a eu aussi des groupes, il y a quand même des choses, mais il n'y a pas de ligne directive claire qui pourrait nous permettre de dire on va travailler ensemble pour soutenir cette clientèle-là qui est très importante dans nos milieux. Les médecins, ce qu'ils nous disent, puis ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'ils ne sont pas à l'aise à gérer des arrêts de travail. Ils n'ont pas été formés en santé mentale, en santé du travail. Ils se sentent pris entre l'assureur, entre l'employeur, entre le patient, entre l'intervenant. Puis eux autres, ils doivent prendre une décision. Ils ne sont pas bien avec ça. D'où l'importance d'établir des collaborations. Pour eux, comme pour nous, c'est vraiment, et surtout pour les personnes en arrêt de travail, très important. Très important aussi de se concerter pour qu'on puisse avoir un message commun et travailler vraiment ensemble. Parce que souvent, quelqu'un l'a dit ce matin, on travaille en silo, puis des fois, on travaille dans des directions qui sont complètement opposées. Ça fait qu'on ne s'aide pas. Pour ce qui est puis la collaboration, dans ce qu'on a trouvé dans la littérature, c'est vraiment un élément clé crucial dans la gestion des arrêts de travail. Pour les acteurs du milieu de la santé, mais aussi pour l'ensemble des acteurs qui sont impliqués, Corbière et Hall, qui travaillent beaucoup sur ces problématiques-là, ont identifié 14 acteurs impliqués dans un arrêt de travail. C'est quand même pas mal de monde. Puis pour ce qui m'intéresse, moi, comme travailleuse sociale, ben, à date, j'en ai pas trouvé là, de littérature précise sur ça pourrait être quoi notre collaboration particulière. Et je sais à quel point on en a une pour l'avoir vécu, pour voir mes collègues le vivre. Mais c'est quoi notre collaboration particulière à nous? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Comment on peut intervenir efficacement? Donc, j'ai pu contribuer à augmenter les connaissances par rapport à ça. Donc, je ne sais plus où est-ce que je suis rendue en termes de terre, ça va. Statistique, c'est quoi donc cette affaire-là? C'est d'avoir des objectifs, structurer des soins en santé mentale en JMF. Ensuite, optimiser le parcours de l'arrêt de travail. Parce qu'on se dit, c'est un temps d'arrêt, mais ce qu'on veut, c'est que ce temps d'arrêt-là, dans cette période, cette parenthèse importante d'une vie, parce que souvent c'est une épreuve pour quelqu'un de se retrouver en arrêt de travail, bien qu'il y ait du repos, évidemment, parce que ça en prend, mais qu'il y ait plus que ça. Qu'il y ait un processus de rétablissement qui s'installe dans cette période-là. Donc, pour l'optimiser, quand on parle d'optimiser, c'est de ça qu'on parle. Pour favoriser le rétablissement et la réintégration au travail, parce que ça aussi, ça va contribuer au rétablissement. Parce que, normalement, travailler, c'est bon pour la santé. Là, avec toutes les nuances que je pourrais apporter et que je ne peux pas, mais ça nous donne un revenu, ça nous permet de réaliser notre potentiel, de aussi contribuer à la société. C'est quelque chose d'important. Ça nous permet de socialiser, de structurer notre quotidien. Donc, la personne qui est exclue de ça pour une période ou pour plus longtemps, ben, ça fait en sorte qu'elle se sent marginalisée et elle vit toutes sortes de problèmes. Fait qu'on vise le retour au travail.
Et le renforcement de la collaboration on vise vraiment à développer une équipe autour et avec la personne en arrêt de travail pour soutenir son rétablissement et sa réintégration au travail. 4 principes, je viens de le dire, la personne est un acteur clé de son rétablissement. Ça va être elle, la chef d'orchestre. C'est elle qui va déterminer à partir de sa réalité à elle, de ses spécificités, ben, ça va être quoi son processus de rétablissement? Il n'y en a pas un qui marche pour tout le monde. On a à le construire à partir des besoins et d'adapter les stratégies à partir de la personne. Ensuite, l'arrêt et le retour au travail font partie du processus de rétablissement. Je vous en ai parlé tantôt pour l'arrêt, mais le retour, c'est la même chose. Des fois, on pense que c'est quand on est rendu au bout, pour retourner au travail, il faut attendre d'être rétabli. Non. Souvent, c'est en retournant au travail que le processus se continue quand il est fait au bon moment de retour au travail. L'objectif de retour au travail, donc, va vraiment être l'objectif principal, sans qu'on sache au point de départ, ça va être quand ça va se passer, dans quelles conditions, où, etc. Mais c'est vers là qu'on s'en va. Souvent au bord de Québec, on s'en va à Montréal. Ça aussi, après ça, on peut prendre toutes sortes de détours tout seul. La collaboration et la coordination des actions sont au cœur de l'intervention. Alors, dans le processus de rétablissement, on a identifié 3 phases qu'on est allé épuiser dans la littérature qu'on a un peu modelée. Crise et compréhension, prise de conscience, donc vraiment un cheminement pour permettre à la personne d'identifier qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvée dans cet état qui m'a obligée à arrêter de travailler. Quelle stratégie je pourrais mettre en place pour que quand je vais retourner, ben, je ne rechute pas, que je puisse maintenir ces stratégies avec le temps. Puis la 3e phase, on va être dans l'application des stratégies et la préparation du retour au travail. Alors, avec Stati, on a développé aussi une boîte à outils que les personnes utilisent dans leur processus avec les intervenants, mais aussi peuvent utiliser par eux-mêmes. Ces outils-là sont sur notre site Internet, le site Internet GMFD, je suis encore là. Je n'ai pas mis le bord, mais je vais aller sauter. Je ne présenterai pas le modèle logique, j'en ai pas le temps. Mon projet de recherche. Bon, là, je suis à l'étape, je viens de terminer ma scolarité. Je entreprends mon examen 2. Pour ceux qui connaissent le parcours, je vais définir ma méthodologie, je vais être là-dedans. Fait que je m'expliquerai de ne pas être très explicite encore sur ma méthode, mais ce que je souhaite, c'est vraiment d'utiliser la science de l'implantation, puis d'aller voir quelles conditions sont nécessaires pour que Stati puisse s'implanter dans les soins de santé primaires, particulièrement en GMF. Quelles améliorations on pourrait apporter à cette approche-là pour créer un genre de Stati 2.0? J'ai vu ça aussi passer tantôt, 2.0. Quels éléments dans les lieux où c'est déjà implanté, quels éléments favorisent l'implantation et quels autres éléments nuisent à son implantation? Puis, surtout, quels sont les défis et les opportunités spécifiques au travail social lors de l'implantation de l'approche? Je vais utiliser le cadre CEFIR qui est bien utilisé dans la science de l'implantation pour que plusieurs connaissent et qui vont permettre de faire le tour, dans le fond, des facteurs qui vont contribuer ou non au développement. Puis là, situé dans son contexte, j'envisage faire une étude de cas dans 3 GMF où il y a une implantation qui est déjà présente, mais à des stades différents. Je voudrais rencontrer dans chacun des GMF 35 à 8 personnes, des personnes qui ont eu accès à l'intervention de travailleuses sociales et aussi d'infirmières parce qu'elles sont aussi impliquées dans l'approche. Des médecins, des travailleurs sociaux, des infirmières et des gestionnaires et responsables du programme dans les GMF. Alors, ce qu'il me reste à faire, ben, c'est demain matin, je m'en vais devant mon ordi et je fais mon examen doctoral et réaliser ma recherche. Alors, merci de votre attention. Donc, dernière présentation, Magali Rantelet. Oui, est-ce qu'elle est ici? Oui, excellent.
Donc, quelle place pour l'équité dans le plan Alzheimer du Québec? Donc, je me présente, je suis Magali Tremblette. Dans le fond, je vais présenter les résultats de mon mémoire qui est en cours de finalisation d'ici la fin de l'été. Et mes co-directeurs là, sont Yves Couturier et Paul Vanca. Donc, en gros, pour vous mettre en situation, c'est quoi les troubles neurocognitifs? Pourquoi on en parle autant en ce moment? C'est en gros parce qu'il y a près d'une personne baby boomer sur 5 d'ici 2030 qui va vivre là, avec un trouble neurocognitif majeur au Québec, donc c'est pas rien. L'OMS et l'Alzheimer Disease là, ont lancé l'alerte dès 2012, donc ça fait déjà assez longtemps. Puis un vieillissement démographique là, particulièrement concentré au Québec, donc ce portrait-là là, nous incite à s'intéresser à ce sujet-là. Puis la maladie d'Alzheimer, en fait, c'est celle qui est la plus diagnostiquée, donc c'est celle qui est aussi la plus connue là, dans la culture génération. Avec tout ça, on peut se demander en fait, est-ce qu'on est toutes et tous égaux là, face au trouble neurocognitif? Donc, il y a quelques rapports qui sont sortis justement là, sur la question et c'est assez récent comme question. Donc, je vais vous en parler vite, là. Ce qui ressort en gros, c'est que, par exemple, si on parle des conditions socio-économiques, vivre en situation de précarité financière en soi est associé là, à un déclin cognitif ou des complications neurologiques. Donc, on peut croire qu'il y a une plus grande prévalence parmi ces groupes-là. Mais il y a aussi des groupes de la population particulièrement affectés par la précarité financière, dont les femmes, personnes immigrantes, personnes issues de diversité aussi. Donc, c'est en gros un petit portrait là, pour vous permettre de mieux comprendre la question pour les conditions socio-économiques. Maintenant, la situation géographique, même chose, ça vient déterminer par exemple l'accès aux services communautaires, privés, publics. Et même, ça vient aussi déterminer là, le lieu, le quartier dans lequel la personne va vivre, par exemple la qualité de l'air, l'accès à l'alimentation saine, etc. Pour le sexe, en fait, on voit qu'en gros, il y a plus de personnes proches aidantes en soi, mais il y a aussi 2 fois plus de femmes là, qui vont être diagnostiquées avec un trouble neurocognitif. Donc, c'est ça. Puis la diversité, là, pour le point 4 et 5, bien, en gros, ce qu'on constate dans la littérature, c'est que finalement, il y a beaucoup de barrières là, ou d'obstacles à l'accès en soi, là, autant dans la prestation que dans l'accessibilité là, à des services. Et donc, qui fait que finalement, il mérite là, de s'attarder davantage à ces questions-là, puis de pousser la littérature là en ce sens-là. Mais il y a aussi une plus grande prévalence, là, notamment, ça peut être lié, par exemple, là, aux stresseurs chroniques historiques, si on veut aussi, par exemple, pour les premiers peuples, qui font qu'il y a un déclin cognitif associé, donc il y a une plus grande prévalence là, parmi ces groupes-là. Donc, ça nous amène à parler du plan Alzheimer du Québec. Donc, ça a été mis en place là, officiellement depuis 2011, implanté sous 3 phases. Et donc, c'était vraiment pour répondre à l'ampleur des troubles neurocognitifs au Québec. Et ça a été mis en place justement pour répondre puis offrir une orientation plus claire là, sur le sujet jusqu'à la fin de la vie, là, donc en passant par la recherche. Donc, ma question de recherche, c'est de savoir comment ça se transpose les dimensions de l'équité dans le plan Alzheimer. Donc, en gros, pour situer l'équité, là, on entend surtout de tendre vers la réduction des différences qui sont dites inutiles, injustes, puis évitables, et qui génèrent là, de façon générationnelle, si on veut, des inéquités. On peut le diviser en 3 là, catégories, donc accès, expérience, puis résultat. Je ne vais pas les élaborer, mais si jamais, après, on pourra en parler. Donc, je voulais vous illustrer là, ce que je viens de vous nommer. C'est qu'en fait, on voit que si on prend l'exemple du iceberg, je trouve ça intéressant parce qu'on voit que certains éléments sont facilement repérables, ceux qui viennent plus vite à l'esprit, mais il y a beaucoup de déterminants, par exemple structuraux, sociaux, qui sont invisibles. Donc, c'est d'aller vraiment chercher l'ensemble quand on entend l'équité. Puis, pour ce qui est de l'engagement étatique, Spencer et ses collègues ont sorti en 2024, donc c'est assez récent, un cadre qui permet justement d'évaluer l'engagement étatique, donc de voir comment les gouvernements canadiens se situent là, par rapport justement à l'équité. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est assez simple. Là.
ça vient vraiment expliquer en mots simples, si on veut, par exemple, une analyse de contenu. Donc, par exemple, le niveau 0, c'est quand il n'y a aucune mention d'iniquité ou de disparité qui est mentionnée au sein de la politique. Le niveau 1, c'est quand il y a une nomination soit de un déterminant quelconque ou d'une disparité ou quelque chose qui est lié en fait à l'équité ou l'iniquité. Puis le niveau 2, ce serait que quand cette identification-là est associée à une réponse politique là, un peu plus concrète. Mais le niveau 3, ce serait vraiment quand il y a un plan, des mécanismes même, qui viendraient là, évaluer l'équité là, plus spécifiquement, puis pour voir là, les effets, mais en termes d'équité, donc pas seulement les effets là, avec, par exemple, l'efficience efficace. Donc, en gros, ça résume le cadre d'engagement là, étatique. Donc, mon projet de mémoire là, traitait, en fait, avait pour objectif de brosser un portrait des dimensions de l'équité dans le plan Alzheimer du Québec, mais aussi d'identifier des objectifs, soit explicites ou pas, de changement à cet égard-là, et finalement d'identifier des facilitateurs ou des barrières dans la mise en œuvre. Donc, pour y arriver, j'ai ciblé des documents ministériels publics, accessibles publiquement, depuis le rapport du comité d'experts là, de 2009. Donc, j'ai inclus aussi le rapport du comité de 2009, même si ce n'est pas le ministère en soi là, qui a écrit ce rapport-là, mais c'est vraiment le rapport qui a permis en fait au ministère ensuite là, de s'engager dans cette politique-là. Donc, au total, j'ai 36 documents ministériels qui ont été analysés. Puis, j'ai fait des entretiens là, auprès de personnes qui occupent un rôle d'informateurs clés de niveau stratégique. Donc, là-dedans, on inclut notamment des personnes chercheuses, chargées de projet, ressources territoriales, décideuses. Donc, c'est ça. Pour garder l'anonymat, je ne les ai pas précisés. Puis, c'est des entretiens semi-dirigés là, que j'ai fait auprès de ces personnes-là. Donc, les résultats de mon projet. Pour commencer, le portrait de l'équité, je les ai divisés en 2 dimensions, donc implicite, explicite. Entre les deux, on peut avoir là, le rapport du comité d'experts. Donc, ce qui est intéressant, là, vous allez voir la différence entre les deux. Donc, je vais commencer par les dimensions explicites. Donc, évidemment, il y a des déterminants individuels qui ont été repérés là, dans le contenu de la politique. Donc, je vais me concentrer surtout sur les comportements et modes de vie. Donc, par exemple, on retrouvait là, un intérêt pour la promotion, la prévention, mais surtout sur les comportements et modes de vie, donc l'abus par exemple le tabac, l'alcool, comme élément là, de prévention, si on veut, ou de diminution de la progression de la maladie. Donc, c'était surtout à une distribution, si on veut, de l'information par des pamphlets. Donc, c'était principalement ça. Maintenant, en ce qui concerne les déterminants sociaux de la santé, donc, je les ai mis dans un petit tableau là, pour illustrer un peu ce qui a été repéré. Donc, c'est pas exclusif, là, donc, c'est ce que j'ai repéré, puis j'ai bâti les catégories en fonction de la problématique. Puis c'était itératif, là, donc j'ai rajouté quelques catégories aussi. Mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Et donc, la première colonne, c'est quand il y a une mention d'iniquité ou d'inégalité. Ensuite, la mention, c'est ça. L'autre, c'est l'orientation générale qui est associée à cette mention-là. Puis le dernier, c'est quand il y a des objectifs spécifiques ou mesurables là, qui sont associés. Donc, je vais vous montrer un exemple pour chacun. Donc, par exemple, l'itinérance est mentionnée à une seule reprise de cette façon-ci. Donc, comme quoi il faudrait là, proposer une stratégie pour l'itinérance, c'est ça, plus spécifique. Donc, c'est plutôt lancé dans les airs, là, dans une logique de let it happen un peu. Ensuite, la littératie, donc, c'est associé à l'orientation générale parce que c'est mentionné qu'en fait, ça devrait faire partie des préoccupations cliniques, pardon. Donc, que les personnes praticiennes devraient prendre ça en compte, en fait, là, dans la prestation pour justement s'assurer que la personne ait en fait une décision éclairée là, sur sa santé. Le dernier, là, c'est vraiment, en fait, le plan Alzheimer, c'est surtout concentré sur essayer d'améliorer l'accès aux services, surtout en GMF,
parce que, dans le fond, la porte d'entrée au plan Alzheimer, c'est les GME. Et donc, à travers ça, il y a une sensibilité, par exemple, en offrant là, la télésanté, si on veut, puis aussi une autonomie régionale, locale, pour adapter certains services pour justement là, rehausser l'accès. Donc ici, on peut voir qu'il y a entre autres là, les zones urbaines, semi-urbaines, rurales qui sont prises en compte. Donc maintenant, ce qui ressort là, dans les dimensions implicites par les entretiens, donc c'est qu'il y aurait un flou en fait qui subsiste. Donc la personne, elle va dire, en fait, je t'avoue que dans les débuts, comment tout ça a été écrit, etc., est-ce que l'équité, c'était au cœur des discussions? Elle pourrait pas dire. L'autre personne a dit que tu l'as lu, j'imagine, on n'en parle pas vraiment. Par contre, il y a quelqu'un d'autre qui vient dire que finalement, ce serait plutôt une responsabilité qui est ministérielle, que ce serait une valeur fondamentale, puis ça pourrait être observé sous d'autres mots comme la dignité. Donc, on voit que finalement, l'équité, ça pourrait être, la dignité, pardon, ça pourrait être un concept qui est plus large que l'équité qui l'engloberait. Puis ici, on voit que si on renverse l'argument, ben, on va dire que quand on travaille avec des clientèles Alzheimer, en tant que tel, c'est des clientèles qui souffraient d'inéquité, ce serait une manière de facto là, de travailler sur l'équité. Ici, on peut voir que finalement, on peut se questionner, en fait, est-ce que c'est une priorité qui était peut-être plus en second plan, transversal, et donc que finalement, changer les pratiques, c'était difficile, puis qu'il y avait tellement de chantiers à faire pour implanter le plan Alzheimer en soi que c'était pas nécessairement une priorité qui était numéro 1. Donc, ce qui est intéressant dans cette citation-là, c'est qu'on voit que finalement, il y a des déterminants structurels ou d'implantation qui faisaient que finalement, l'équité, c'était pas nécessairement une priorité, mais c'était pas nécessairement oublié non plus. Puis ici, on voit que c'est une valeur qui serait fondamentale au ministère ou dans les personnes qui occupent là, un rôle dans la fonction publique, et donc qui l'utiliserait presque d'instinct. Donc, elle dit que j'imagine qu'il y a des documents, des travaux qui ont été conduits autour de cette valeur-là, mais comme c'est d'instinct, ils n'utilisent pas nécessairement ces documents de référence. Donc, il y a aussi un volet réalité terrain qui est apporté par les personnes participantes aux entretiens. Donc, finalement, je vous ai donné un exemple ici, c'est dans la communauté CRI. Il y a une personne qui a adapté les 10 là, signes pour repérer l'Alzheimer. Et donc, avec des images là, spécifiques à la culture CRI. Et donc, c'est ça. Il y a certains éléments, finalement, sur le terrain qui ont apporté des initiatives, en termes d'équité. Donc, même si c'est pas dans le contenu, la réalité terrain est différente. Mais elle se rapporte davantage à une initiative locale et donc c'est pas nécessairement généralisé. C'est variable, en fait. Et donc, ici, on va voir que finalement, il y a des leviers, mais il y a aussi des obstacles. Par exemple, là, il y a la recherche qui est vraiment un point fort dans le plan Alzheimer. Donc, il y a une belle collaboration dès le départ là, avec des groupes de chercheurs et de chercheuses. Il y a aussi une valorisation de l'approche bottom-up en permettant justement une autonomie régionale territoriale. Ça peut être appelé à changer avec Santé Québec et donc ça va être à voir. Mais il y a aussi des personnes accompagnatrices du changement qui ont été mobilisées dès le départ. Là. Pas nécessairement départ, mais très rapidement. Donc, c'est ça. Ça a été reconnu comme des points forts, là, justement, pour mettre en place des initiatives en termes d'équité. Mais il y a beaucoup de barrières là, qui sont ressorties. Donc, juste pour vous nommer quelques-uns, là, par exemple, les réformes, le roulement du personnel, le fait qu'il y ait une valorisation plus médicale, alors que l'Alzheimer peut être, les troubles neurocognitifs, en fait, font davantage des répercussions sociales. Et donc, cette confrontation-là peut rendre difficile les choses. Puis aussi un désir d'inclusion, mais on se constate que finalement, c'est plus difficile là, en réalité là, de l'implanter, cette inclusion-là, à travers les comités. Donc, c'est ça. Fait que ça va conclure là, avec la discussion pour faire un retour sur le plan, le cadre en fait de Spencer et ses collègues. On pourrait dire que finalement, le plan Alzheimer se situe au niveau 0 et 1. En général, parce qu'il y a peu d'engagement explicite.
En termes d'accessibilité, on pourrait dire qu'il est au niveau 2 à 3. Par contre, l'accessibilité devrait inclure aussi normalement des éléments culturels, économiques. Donc, ici, on se situe davantage à une accessibilité géographique, donc c'est partiel. Donc, finalement, là, moi, je me concentrais davantage sur le contenu. Donc, c'est sûr que j'ai pas fait une étude sur les effets. Et on pourrait finalement remarquer que la politique n'est pas inéquitable en soi, donc ça pourrait être intéressant de poursuivre là, à ce niveau-là. Puis ça serait, moi, j'invite en fait à renverser, pardon, la balance, la parole à l'action, donc être plus dans une logique là, de faire les choses. Donc, c'est ça. Merci.